Actuellement en Afrique, il y a un phénomène qui est en train de prendre une ampleur extrêmement dévastatrice. C'est le phénomène des mototaxis. Je sais que vous allez me dire que les mototaxis existent depuis longtemps, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais il y a un danger imminent qui est en train de se produire et dont l'une des raisons, ce sont les mototaxis. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison, mais dans cette vidéo, je voudrais parler de cette cause-là qui est en train d'entraîner des bouleversements économiques profonds. Avant d'expliquer, nous sommes d'accord que nous sommes dans un contexte en Afrique où le taux de chômage est très élevé, où les diplômés ont des difficultés à trouver des opportunités d'affaires décentes. Et certains jeunes, pour ne pas se retrouver en train de voler, en train de braquer, en train de plonger dans le banditisme, se retrouvent donc à pratiquer cette activité, à savoir le mototaxi. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres travers, mais je ne pourrais pas parler d'une activité en mettant uniquement en avant les travers, parce que les travers existent dans pratiquement tous les domaines. Parce que oui, parmi les mototaximans, on a aussi des agresseurs, on a aussi des bandits, ainsi de suite. Mais j'estime que ça ne représente pas la majorité. C'est juste une exception dans ce métier improvisé qui découle parfois du manque d'opportunités offertes par nos différents États. Mais ce dont je veux parler dans cette vidéo, c'est l'impact que les mototaxis ont dans notre niveau de vie, dans le coût de la vie, dans la cherté de la vie en Afrique. Et je vais prendre un exemple avec le Cameroun, mais ça se vérifie dans plusieurs autres pays. Dernièrement, j'étais dans mon groupement, ou plutôt mon village, qui est situé à Fotouni, c'est à l'ouest du Cameroun, dans le département du Onkam. Et dans mon village, j'ai remarqué une situation qui n'est pas singulière à mon village. Et on remarque ça dans pratiquement tous les villages du Cameroun. C'est le fait que les jeunes ne vont plus au champ. Parce que nos ancêtres fonctionnaient comment? Le père qui avait plusieurs femmes se levait le matin avec ses épouses et ses nombreux enfants et allait dans leurs grandes plantations cultiver du maïs, du manioc, du haricot et beaucoup d'autres spéculations. Rentrait du champ parfois dans l'après-midi ou très tard dans la soirée. Ensuite préparait, mangeait, vendait le reste pour pouvoir acheter d'autres denrées, troquait pour payer les études des enfants, ainsi de suite. Donc ce qui fait que le village se développait grâce au développement agricole. Le développement économique du village était appuyé sur l'agriculture et un peu la micro-industrie, c'est-à-dire la transformation de ces matières premières agricoles là pour pouvoir obtenir certains produits manufacturés. Sauf qu'avec le temps, nos parents ont grandi, nos parents ont vieilli. Nos parents ont toujours cultivé cette attitude qui consiste à aller très tôt le matin au champ et rentrer très tard le soir, donc de cultiver. Et ce qu'il faut noter, c'est que plus de 80% de la population se retrouve dans des grandes villes. Donc ce qui fait que nos villages sont dépeuplés à cause du phénomène de l'exode rural, qui est dû à plusieurs autres raisons. Je ne veux pas évoquer ça dans la vidéo pour éviter qu'elle ne soit trop longue. Je veux me concentrer sur le sujet principal. Donc non seulement dans les villages, on n'a plus beaucoup de personnes. Le peu de personnes qui restent au village, ce sont des personnes âgées. Sauf que ces personnes âgées-là se retrouvent donc avec très peu de jeunes qui, eux, ne partent plus au champ. Parce que ces jeunes estiment que le champ, ça perd du temps. Le champ, ça fait trop travailler. Il faut attendre trop longtemps pour gagner. Et comme il n'y a même pas facilement des accès à travers des routes
et des infrastructures routières de manière globale pour pouvoir aller facilement au champ et ressortir avec ce qu'on a produit. Les jeunes ont donc trouvé une activité pour pallier à cela et cette activité, c'est le mototaxi. Donc quand vous arrivez dans des villages comme le mien, vous allez voir plusieurs jeunes qui pratiquent cette activité. Bien sûr, ça apporte beaucoup de bien au village parce qu'il n'y a pas de très bonnes routes. Il y a certains endroits qui ne sont pas accessibles en voiture, ainsi de suite. Donc ce qui fait que les motos permettent quand même de pouvoir se déplacer. Ça permet même parfois de faire sortir des produits des champs ou alors même de se rendre au champ dans certains endroits qui sont inaccessibles par la voiture. Donc, il y a des bénéfices à la moto. Mais il y a un autre danger. Le danger, c'est que les jeunes ne partent donc plus au champ. Et quand les jeunes ne partent plus au champ, ça veut dire que qui part au champ? Ce sont nos grands-mères et nos grands-pères qui partent au champ. Ça, c'est de 1. De 2, nos grands-pères et nos grands-mères partent au champ effectuer une culture qui est artisanale. Ça veut dire on utilise encore la roue, on utilise encore la machette. On défriche encore avec les mains parfois. On désherbe avec les mains. On fait tout de manière manuelle. Et non seulement c'est fait de manière artisanale, c'est fait par des personnes qui sont très vieilles. Ce qui fait donc en sorte que la capacité de production est très faible. La rapidité de production est très faible. Les coûts de production sont très élevés parce qu'il n'y a plus assez de jeunes pour travailler avec ces personnes âgées. Les jeunes font la moto parce que ça permet de gagner de l'argent rapidement. Lorsque tu prends ta moto le matin, le soir, tu es sûr que tu auras tes 5 000, tes 10 000, parfois plus en fonction de l'endroit où tu te trouves. Dès que tu as enlevé l'argent du carburant, tu as de l'argent le soir pour prendre une bière, pour coucher avec une fille, une prostituée, ainsi de suite. Donc du coup, les jeunes ne partent plus au champ. Sauf que la conséquence, elle est fatale. Nos parents partent au champ déjà très âgés, produisent dans des conditions très difficiles de manière artisanale parce que n'ayant même plus assez de force, la capacité de production est très faible, les coûts de production deviennent très élevés, faire sortir les produits du champ devient très compliqué. Et lorsque le produit arrive donc sur les marchés, même au village, les produits commencent à coûter très cher à cause de ce phénomène. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule raison. Parce que je vois déjà les gens en commentaire venir me dire « Donc vous voulez dire que ce sont les motos qui sont la cause ?» Non, ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons. Et je le dis depuis le début de la vidéo. Il y a plusieurs autres raisons, mais ça fait partie des raisons. Vous allez vous rendre compte que dans les villages, les produits commencent à coûter cher. La tomate qui coûtait par exemple moins cher dans certains villages commence à coûter cher. Les bâtons de manioc qui coûtaient moins cher dans certains villages commencent à coûter cher. Pratiquement tous les produits. Et comme plus de 80% de la population se retrouve en ville, les produits qui sont déjà chers au village doivent donc quitter le village pour se retrouver en ville. Donc on va ajouter à ce prix déjà élevé le prix ou plutôt le coût de la logistique. Ce qui fait donc qu'en ville, on se retrouve avec des produits qui coûtent plus cher. Quand les produits sont plus chers et se retrouvent en concurrence avec des produits importés qui parfois bénéficient des accords de partenariat économique qu'on a abrégé APE, parce qu'il y a certains produits qui viennent d'Occident qui ne payent pas la douane et qui se retrouvent donc à des coûts beaucoup plus faibles que ce qu'on produit chez nous, déjà à des coûts plus élevés. Donc ce qu'on produit chez nous, déjà la capacité de production est faible, les coûts sont trop élevés. Lorsqu'on ajoute la logistique et tout ce qu'il y a comme charge, ça fait en sorte que ça devient trop cher. Donc les mamans qui produisent, non seulement elles ne produisent pas beaucoup, ça coûte cher, elles ont des difficultés à écouler parce que les coûts sont plus élevés, elles sont obligées de vendre plus cher. Et elles sont en compétition avec des produits qui viennent d'Occident, qui sont moins chers, qui sont produits à l'échelle. Et du coup, ça fait en sorte que le coût de la vie devient plus élevé. Ça fait en sorte qu'on soit toujours obligé d'importer un peu plus, donc de rendre notre balance commerciale toujours déficitaire. Et les jeunes, de plus en plus, ne trouvant pas de travail, se lancent encore plus dans la moto, se lancent beaucoup moins dans les activités agricoles, ce qui aggrave encore le phénomène. Donc, ça crée comme une boucle qui ne fait que s'aggraver avec le temps. Et le problème, c'est parce que les jeunes aussi s'inspirent de leur modèle. Parce que tout le monde est un modèle, même si on ne veut pas le reconnaître. Les jeunes s'inspirent d'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes regardent sur Internet. Il y a combien d'agriculteurs sur Internet qui est milliardaire et qui se vantent d'être milliardaires grâce à l'agriculture? Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Il y a combien de personnes sur Internet qui parlent d'agriculture et quand vous voyez ces personnes, vous sentez que vraiment grâce à l'agriculture, ces personnes ont brise comme on dit au Cameroun. Il n'y a pas suffisamment de valorisation de l'agriculture dans notre pays et même partout en Afrique. Et quand on ne valorise pas suffisamment un métier, ça fait en sorte que cela ne crée pas des vocations. Parce que pour créer des vocations, il faut valoriser le métier. Si on valorise l'agriculture, si on montre des personnes qui ont
prospéré grâce à l'agriculture, qui se sont développés et qui en parlent avec fierté, ce qui va se passer, c'est que ça va créer des vocations. Ça va pousser les jeunes à comprendre que certainement, ça, c'est un secteur d'activité qui est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on valorise sur Internet? Parce que parfois, je parle des influenceurs, je parle des gens qui ne partagent pas leurs connaissances sur Internet. Peut-être il y a des personnes qui font l'agriculture, qui s'en sortent vraiment, mais comme elles disent qu'elles veulent être discrètes, elles ne veulent pas être sur les réseaux, c'est pour les bavards comme Claudel, elles restent donc discrètes. Du coup, les jeunes n'ont pas pour modèle ceux qui explosent dans l'agriculture et qui s'en sortent vraiment. Ils ont pour modèle ceux qui tournent les fesses sur TikTok. Ils ont pour modèle ceux qui sont toujours dans les jets privés, mais on ne sait pas quand ils travaillent. Donc du coup, les jeunes veulent aussi trouver un moyen de gagner de l'argent facilement et ils ont trouvé dans la moto. Donc quand les jeunes s'inspirent de ceux qui sont sur Internet pour pouvoir se lancer dans des activités et se rendent compte que parmi ceux qui sont sur Internet, presque personne ne fait l'agriculture. Et même le peu de personnes qui parlent de l'agriculture, quand tu les vois, tu sens que ça ne donne vraiment pas parce qu'ils ressemblent à la misère. Tu as l'impression qu'ils représentent un programme humanitaire, il faudrait qu'on les sauve. Donc même quand ils parlent d'agriculture, tu as l'impression que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est parce qu'on a un souci de valorisation de certains métiers. Et du coup, le coût de la vie ne va faire qu'augmenter. Et ça, je vous épargne de l'inflation qui joue aussi un rôle important dans l'augmentation des coûts. Je vous épargne de toutes les contraintes internationales. Je vous épargne le coût du carburant qui augmente régulièrement, qui a un impact encore sur le coût du transport, qui aura un impact sur le coût des intrants qu'on utilise pour faire l'agriculture, qui aura un impact sur le coût des produits ou alors des outils de production. La machette est importée. Donc, si on augmente par exemple les coûts de logistique, de douane, ça veut dire que le coût de la machette va augmenter. Si la machette augmente de prix, ça va avoir un impact sur le coût de production. C'est fatal. C'est fatal. Ce phénomène est en train... Je ne parle pas des conséquences médicales. Parce que si je demande à quelqu'un qui fait la moto actuellement, est-ce que tu connais le numéro de 2 neurochirurgiens? Il ne veut pas te donner le nom de 2 neurochirurgiens où il consulte. Mais tous les jours, il est sur la moto sans casque. Il ne sait pas que s'il est victime d'un accident de la voie publique avec un traumatisme crânien sévère qui nécessite peut-être une opération, il aura besoin d'un neurochirurgien. Même si on prend l'argent qu'il a gagné pendant 6 mois ou toute l'année, peut-être ça ne pourra pas permettre d'effectuer une seule opération qui coûte parfois des millions et qui ne garantit même pas qu'après, tu ne vas pas mourir ou avoir des paralysies ou alors des morbidités juste après l'opération. Vous voyez des gens, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de sécurité, ils n'ont rien du tout. Je ne suis pas en train de les accuser, c'est tout un système qu'il faut repenser. L'agriculture doit être valorisée. Si vous faites de l'agriculture, mettez-vous sur les réseaux sociaux, mettez-vous sur Internet. Si vous avez atteint un certain niveau sur le plan agricole ou sur le plan agro-industriel, valorisez votre métier parce que ça crée des vocations. Parce qu'en créant des vocations, vous inspirez d'autres personnes à se lancer dans l'activité aussi et à pouvoir supporter ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous ne créez pas des vocations, vous allez travailler avec qui demain quand tous les jeunes commencent à faire la moto, quand tout le monde part au Canada. Tu vas lancer ta grande exploitation agricole, tu vas vouloir recruter des jeunes avec qui travailler, tu vas payer combien? Quand tu vas leur dire, je vais te payer telle somme par jour, lui va calculer par rapport à la moto. Il va se rendre compte qu'avec la moto, il gagne 5 fois plus. Il ne va pas venir travailler dans ton champ. Tu vas travailler avec qui? Donc, vous qui avez des exploitations agricoles, vous qui faites dans l'agriculture, valorisez votre métier. Montrez qu'on peut s'en sortir en faisant l'agriculture. Il y a des gens qui s'en sortent déjà. Montrez-le, communiquez dessus, présentez ce que vous faites. Ne présentez pas seulement les réalisations, présentez le processus. Inspirez les jeunes. Parce que si vous ne le faites pas, on va tous subir. Les prix des produits deviennent plus chers. Tout le monde subit. Vous n'arrivez pas à trouver des personnes avec qui travailler. Vous subissez aussi. Quand vous n'arrivez pas à trouver des personnes avec qui travailler, ceux qui veulent travailler vont coûter trop cher ou vont produire très lentement et les prix vont devenir plus élevés. On va encore tout subir. Peut-être ça ne te dit rien parce que tu vas dire que non, moi je suis un agriculteur, je produis la tomate, mais tu ne produis pas les oignons. Tu ne produis pas le plantain. Donc pendant que peut-être ta tomate tu gères, mais tu vas acheter l'oignon cher. Tu vas acheter le plantain cher. C'est pour ça que nous, avec nos marques SM et Njoka, nous avons décidé de valoriser nos produits manufacturés pour encourager aussi les producteurs sur le plan agricole. Pour leur dire, vous faites de très bons plantains, nous on est capable de valoriser ça pour créer une marque qui va aller compétir à travers le monde. Continuez de produire du plantain, nous on va valoriser ça. En valorisant notre produit Njoka, c'est une manière de valoriser toute la filière et la chaîne de valeur du plantain. En valorisant nos articles SM, c'est une manière de valoriser la production du coton, de valoriser les tisserands.
de valoriser les stylistes, de valoriser les couturiers, de valoriser tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur. Donc, il est indispensable qu'on puisse penser à valoriser nos métiers. Quand vous valorisez votre métier, vous inspirez des personnes à se lancer dans ce métier-là. Et quand vous inspirez un maximum de personnes, ça fait en sorte qu'une émulation va se créer. Et quand une émulation se crée, ça rend l'opportunité beaucoup plus accessible, ça réduit les coûts et ça permet qu'on en bénéficie du mieux qu'on peut. Durant cette année 2025, j'ai décidé de lancer un programme en discipline pour vous apprendre à être plus discipliné. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Si vous souhaitez participer à ce programme, vous cliquez dessus. Et pendant 365 jours, nous allons travailler pour vous permettre d'être plus discipliné et de savoir mieux valoriser votre métier. À demain pour une nouvelle chronique.